Ce que je dis, moi, c'est que c'est à nous de le faire. C'est-à-dire d'arrêter d'acheter des roses d'Éthiopie, c'est à nous d'arrêter de les acheter. Et on peut acheter des fleurs locales qui sont super. Merci Hugo d'avoir accepté notre invitation. Et merci à toi, merci à toutes et à tous d'être venus. C'est cool de vous voir aussi nombreux et cette salle est vraiment magnifique. J'ai rarement fait une conférence dans un endroit aussi beau, donc merci pour l'invitation. La question c'est, et moi pour la Terre, qu'est-ce que je peux faire? Si je te la pose comme ça, est-ce que c'est un peu trop abrupt pour démarrer ou tu es déjà bien lancé? Non, c'est une question qui revient beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la Terre? Alors moi, pour la Terre, on n'a pas besoin de faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on dit souvent il faut sauver la planète, il faut se battre pour la planète. La planète, elle était là très longtemps avant nous, elle sera là très longtemps après nous. Donc en fait, quand on parle de sauver la planète ou de sauver la Terre, on parle de nous. On parle de notre espèce. De faire en sorte que la Terre telle qu'elle existe aujourd'hui, qui nous permet de vivre en tant qu'espèce humaine avec un accès à l'oxygène, un accès à l'eau douce, un accès à toutes les ressources dont on a besoin pour vivre, de faire en sorte que ça continue d'exister. Et autant la planète, elle sera là encore des millions d'années après nous, autant ces conditions-là d'existence dont on a besoin, nous, êtres humains, pour vivre, et pour vivre dans des bonnes conditions, elles sont aujourd'hui clairement menacées à relativement court terme par rapport à l'échelle de l'histoire de l'humanité, à cause des activités humaines et à cause de ce que vous connaissez toutes et tous ici, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et la difficulté d'accès aux ressources qui se fait de plus en plus sentir. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous habitez globalement dans la région. On est déjà aujourd'hui au mois de mai dans un état de sécheresse qui est assez dramatique dans la région et partout en France, qui va frapper de plein fouet les agriculteurs cet été. Et on le voit, hein, si vous avez des jardins ou si vous allez vous balader, on voit ce qui est en train de se passer. On a eu début mai, fin avril, début mai, 38 jours consécutifs, 39 jours consécutifs où il y a eu 4 degrés en moyenne de plus par rapport au normal de saison. C'est du jamais vu, c'est des phénomènes qui se multiplient, qui s'accentuent. Et jusqu'à récemment, c'était un peu abstrait, en tout cas pour nous en France, c'est-à-dire qu'on disait oui, le changement climatique, la biodiversité qui s'effondre, etc. Mais on avait du mal à nous dire que c'était une urgence parce qu'on ne voyait pas au quotidien les conséquences concrètes de ce dont on parlait. Et là, ça va devenir très concret. Et c'est en train de devenir très concret. Ça l'est déjà pour des centaines de millions de personnes à travers le monde. Là, en Inde et au Pakistan, ils sortent à peine d'un mois avec des températures moyennes au-dessus de 45 degrés. Donc c'est plus d'1 milliard de personnes qui ont vécu le mois dernier avec parfois des pics de chaleur à 51, 52 degrés. Et on atteint là les limites de ce que le corps humain est capable d'encaisser, les limites biologiques tout simplement. Au-delà de ces températures-là, concrètement, on ne peut plus habiter dans ces zones. Donc, sauver la Terre, c'est sauver l'humanité. Et sauver l'humanité, c'est faire en sorte que les conditions qui nous permettent de vivre sur cette planète perdurent. Et on sait ce qui menace ces conditions-là. Les énergies fossiles, principalement. Notre manière de nous nourrir, donc beaucoup de viande, beaucoup de poissons, une agriculture très intensifiée. Et puis le changement, ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols, donc c'est-à-dire le fait de transformer des sols naturels, des forêts, des plaines, des montagnes, en autre chose, en culture, en ville, en route, en structure. Salut toi. En structure humaine. Voilà. Et ces 3 facteurs, on a identifié depuis très longtemps, enfin quand je dis on, moi j'ai rien identifié du tout, c'est les scientifiques, ont identifié depuis très longtemps que c'était les principaux responsables de l'effondrement de la biodiversité et du changement climatique. Donc on sait quel est le problème et on sait aussi comment résoudre ce problème. Quoi faire pour résoudre ce problème? Donc on a identifié les causes et on connaît les solutions. Donc maintenant, il faut les mettre en œuvre. Alors on pourrait en parler pendant des heures de ces solutions-là. Je vous laisserai poser vos questions et ça sera plus sympa comme ça d'échanger directement. Mais on sait qu'il y a des manières de vivre qu'on a toutes et tous aujourd'hui globalement dans les pays riches, en Occident, qui ne sont pas du tout compatibles avec l'avenir de l'humanité, tout simplement. Il faut bien avoir conscience qu'on a souvent ce truc de se dire, j'anticipe peut-être un peu la suite, mais
Même si nous, Français, on change, ça ne changera pas grand-chose parce que de toute manière, les Chinois, les Américains, nous, on est tout petits. Il y a le chiffre qui revient beaucoup, c'est on est à peine 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc même si on change tout, nous, le reste ne changera pas si les autres ne changent pas. Alors c'est à la fois vrai, à la fois faux. C'est vrai parce qu'effectivement aujourd'hui la France est loin d'être le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre. C'est faux parce qu'on a une responsabilité historique dans le changement climatique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles depuis la révolution industrielle, la France a été un des pays dans le monde qui a pollué le plus. Avec la Grande-Bretagne, avec les pays d'Europe globalement, qui étaient les premiers à être industrialisés, avec les États-Unis. Donc effectivement, maintenant, on est devenus des petits pollueurs à l'échelle du monde, mais on a une responsabilité historique dans le phénomène qui nous frappe aujourd'hui. Parce que le problème avec le changement climatique, c'est qu'il y a une inertie immense. Les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui sont provoqués par les gaz à effet de serre qui ont été rejetés ces 30, 40, 50 dernières années. Et ce qu'on continue à rejeter aujourd'hui va accélérer et va aggraver le phénomène pour nos enfants, nos petits-enfants, dans 50, 60, 70 ans. Donc c'est une bombe à retardement en fait. Et là, elle commence à exploser parce qu'on commence à avoir les effets de l'énorme augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui a eu lieu dans les années 60-70. Donc ça, c'est très difficile de le maîtriser. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'à notre échelle, on arrive à faire ce qui est possible. Parce que remis le bilan carbone par personne, si on compte par personne et pas par pays, on est quand même un pays qui pollue plus que la moyenne. On a un bilan carbone individuel qui est supérieur à la moyenne des habitants de la planète. Donc on a une responsabilité. Et ensuite, on parle beaucoup du changement climatique, mais on ne parle jamais de la biodiversité. Et c'est au moins aussi grave ce qui se passe avec la biodiversité, c'est-à-dire la diminution du nombre d'espèces, mais plus inquiétant encore que la diminution du nombre d'espèces, la diminution des populations d'animaux sauvages. Il y a un chiffre qui est assez frappant et que j'aime bien donner parce que ça représente bien ce qui se passe. Si vous prenez une balance et que vous mettez tous les mammifères de la planète dessus, tous les mammifères qui existent aujourd'hui, qui respirent, qui sont vivants aujourd'hui sur la planète, 96% du poids, c'est les êtres humains et le bétail. Il reste 4% de mammifères sauvages aujourd'hui en termes de ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire le poids. Donc on représente, avec les animaux qu'on exploite pour nos besoins, 96% des mammifères du monde, du poids des mammifères du monde. On a fait le vide autour de nous. La plupart des grands mammifères ont quasiment disparu à l'état sauvage. Et on a colonisé la totalité des espaces en les fabriquant à notre image. Et cet effondrement de la biodiversité, il est dramatique parce que faut voir la biodiversité comme une maison, en gros. Bon, admettons qu'on soit... voilà, comment on appelle ça, cette salle, mais c'est une bastide, je ne sais pas quel est le nom historique. Bon, cet endroit, c'est la biodiversité. On est tous dedans, là, et chaque brique, chaque pierre de cette salle, c'est une espèce. Si on en enlève une, ça va, il ne va rien se passer. Si on en enlève 10, il va commencer à avoir des petites fissures là-bas sur le fond. Si on en enlève 100, la salle, elle va commencer à trembler, vous allez commencer à flipper sévère. Et si on en enlève 200, la maison elle va nous tomber dessus et on va tous mourir. Et ben, la biodiversité, c'est ça. C'est exactement pareil. Qu'une espèce disparaisse, c'est pas grave, j'ai envie de dire. En tout cas pour nous, êtres humains. Que 10, que 100, que 200, que 2000, que 3000 disparaissent, et ben, au final, ça menace l'intégralité de l'écosystème, l'intégralité de la chaîne du vivant. Et on fait partie de cette chaîne du vivant. On est un maillon de la chaîne parmi plein d'autres espèces. Et on ne peut pas vivre seul. Et ça, c'est un peu un fantasme qu'on a, nous les êtres humains, si on pense que la technologie va nous sauver, qu'on va trouver des nouvelles manières de faire face à nos problèmes, on va inventer des trucs super perfectionnés. C'est très bien, mais sans les autres espèces vivantes, on n'a aucune chance de survivre sur la planète. On ne peut pas vivre seul. Et c'est notamment le cas pour les pandémies. On sort, je m'avance peut-être un peu, on voit le bout du tunnel sur la pandémie du Covid. Mais les experts qui travaillent pour l'IPBES, qui est le groupe biodiversité de l'ONU, nous ont avertis, plus la biodiversité s'effondre, plus le nombre de pandémies va être important et plus ces pandémies vont être violentes. Et les estimations qu'ils ont faites, si le rythme de biodiversité continue, enfin si le rythme d'effondrement de la biodiversité continue tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on risque d'avoir une pandémie plus sévère que le Covid tous les 10 ans. Voilà. Quand ils disent plus sévère, c'est-à-dire plus mortelle, plus létale. C'est ça qui se dessine devant nous, et c'est pas de la science-fiction,
c'est pas des catastrophistes, etc. C'est les experts biodiversité des Nations Unies qui ont sorti ce rapport-là il y a 2 ans. Et je suis très bavard, hein, je peux parler comme ça pendant 5 heures sans m'arrêter. Donc il faut surtout pas hésiter il faudrait un buzzer. C'est ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire que sur cette question de la biodiversité, autant le changement climatique, il y a beaucoup d'inertie, autant la biodiversité, ça c'est nous, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est pas les Chinois, c'est pas les Américains, c'est quels produits on met sur nos champs, quelle forêt on coupe pas, quel bâtiment d'élevage on construit à cet endroit-là, quelles décisions on prend sur la gestion de telle espèce, quelles normes de pollution on prend pour nos cours d'eau, pour nos océans, quelles méthodes de pêche on utilise sur nos côtes. La biodiversité, c'est ce qu'il y a autour de nous, et ça a un impact direct. Notre comportement et nos choix en tant que Français, même encore plus à l'échelle locale, hein, en tant qu'habitant de Saint-Émilion, en tant qu'habitant de Bordeaux, on a un impact immédiat sur la biodiversité qui est autour de nous. Donc plus que le changement climatique, c'est là-dessus qu'on peut vraiment agir, et ça c'est encore plus urgent que le changement climatique. J'allais te demander, parce que face au constat que tu dresses, qui est quand même un peu, on va dire, réaliste, déprimant. Et donc un peu déprimant et très négatif, est-ce que, à l'échelle de chacun, on peut vraiment faire quelque chose d'utile? Moi, si comme toi, j'arrête de manger de la viande et je deviens végétarien, je me dis qu'est-ce que ça va changer au monde et à cette avancée-là. Moi, il y a une phrase il y a une citation que j'aime bien de Albert Einstein qui dit « Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir ». Et je trouve que c'est très juste parce que, certes, si je change moi, mais que personne change, ça ne changera rien au niveau global. Mais si moi je ne change pas, que mes voisins ne changent pas, que personne ne change, là on est sûr que rien ne se passera. Comme je le disais à l'instant, il y a des changements directs qui ont des effets très concrets. Autour de nous, qu'est-ce que je fais dans mon jardin? Est-ce que je tonds toute la pelouse? Est-ce que je laisse une petite partie pousser avec des herbes folles? Impact direct sur les insectes, sur les oiseaux qui vont venir. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Quels produits j'achète, quels produits j'achète pas? Ça a un impact direct. Et évidemment, si on est tout seul, ça paraît être dérisoire, mais si on est des millions à être tout seul et qu'on est des centaines de milliers à changer nos modes de consommation, évidemment que ça a un impact. On est dans un système qui est régi par la loi de l'offre et de la demande. Si, dans la plupart des cas, quand la demande s'effondre ou réduit, l'offre s'effondre ou réduit. Les grandes entreprises, les grands industriels, c'est nous. Ils y existent et ils sont puissants parce qu'on achète leurs produits et parce qu'on décide, avec l'argent qu'on a gagné, d'acheter ces produits-là et donc de participer à ce qui se passe derrière et aux conditions dans lesquelles ces produits sont faits. Donc évidemment qu'on a une responsabilité individuelle et c'est le départ de tout, j'ai envie de dire. C'est la première chose qu'on peut faire. Si on ne change pas ce qu'on peut changer à l'échelle individuelle, comment on veut avoir l'ambition de changer la société? Donc, c'est la première chose à faire. Il y a ça, et puis il y a aussi les actes d'empathie, de compassion, qui peuvent paraître dérisoires. Adopter un chien dans un refuge, amener un oiseau blessé dans un centre de soins, donner à boire à un cochon qui est enfermé dans un camion de transport en plein été sur l'autoroute. Ça ne sert à pas grand-chose peut-être, mais ça change tout. C'est Emerson qui disait ça, il disait savoir qu'au moins un être respire mieux parce que je suis passé dans ce monde, c'est ça que j'appelle réussir sa vie. Et je trouve ça aussi très juste. Donc c'est pas parce que ça paraît dérisoire au niveau global que c'est pas fondamental et que c'est pas la première chose à faire, c'est ça. Déjà, faire qu'autour de soi, on aille vers un monde plus doux, plus empathique, plus respectueux du vivant. C'est la base de tout. Et ensuite, effectivement, c'est pas suffisant. Les actes individuels ne sont pas suffisants pour répondre à l'urgence dans laquelle on est. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Quand vous prenez votre bagnole le matin pour aller bosser parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, et parce que c'est comme ça, parce qu'il faut bien travailler, vous n'avez pas la même responsabilité que quelqu'un qui est à la tête d'un pays, qui est à la tête d'une grande entreprise, qui est à la tête d'une grosse compagnie pétrolière. Mettre tout le monde sur le même niveau et la politique des petits gestes, entre guillemets, que certains politiques nous... Là, j'ai entendu la nouvelle ministre de l'écologie qui dit que surtout il faut supprimer les pièces jointes dans ses emails. Alors on a envie de se pincer, quoi. On a envie de lui dire, attendez, c'est la ministre de l'écologie, donc il y a le pouvoir de prendre des grandes décisions avec vraiment des impacts, qui nous dit qu'il faut supprimer les pièces jointes dans nos emails. Alors très bien, peut-être que c'est important de le faire, mais on a quand même un peu envie de rire, quoi. Et ça peut être un peu vécu par les gens comme du foutage de gueule, et comme on met la responsabilité sur les petites gens, et puis les grands se dédouanent. Donc
responsabilité individuelle, il faut qu'on change ce qu'on peut changer, et il faut surtout qu'on s'organise en tant que citoyen et qu'on arrive à peser sur les décisions politiques. Et ça, c'est l'enjeu le plus important. C'est-à-dire dans les bras de fer, moi je vois comment ça se passe parce que je suis ces histoires-là, dans les bras de fer sur la question des pesticides, sur la question du plastique, sur la question de l'élevage intensif. Qui gagne à chaque fois les bras de fer? C'est les groupes les plus riches, les mieux organisés, les plus puissants, c'est-à-dire les lobbies, les syndicats de défense d'intérêts économiques, les gens qui arrivent à faire pression sur les politiques. Et en face, il y a des citoyens qui se révoltent, qui s'indignent, qui ne sont pas contents, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux, ils ne sont pas suffisamment structurés, et ils n'arrivent pas à se faire entendre par le politique. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire groupe, rejoindre les associations qui défendent la nature, les animaux, les écosystèmes, faire des dons, participer à leurs actions, refuser de voter pour des gens qui ne proposent rien ou très peu pour la nature, l'environnement. Il faut arriver à peser en tant que société. Et on le voit quand on arrive à faire ça, on l'a fait, enfin on a essayé de le faire avec le référendum pour les animaux qu'on a lancé il y a 2 ans, où on a quand même réussi à peser, à mettre une pression sur le politique qui a abouti à la loi, alors qui est imparfaite et qui est un petit commencement, mais la fin des delphinariums, la fin des animaux sauvages dans les cirques, la fermeture des élevages pour la fourrure, tout ça, c'est pas venu d'en haut. C'est pas parce que tout d'un coup les politiques se sont dit ah oui tiens c'est bien on va faire ça. C'est venu parce qu'il y a eu des millions de gens qui ont fait pression, parce qu'il y a eu des politiques qui se sont fait interpeller en permanence sur les marchés, en permanence dans leur circonscription, que ça a bougé. Il n'y a que le rapport de force qui compte. Si on attend que le changement vienne d'en haut, si on attend que le changement vienne de ceux qui dirigent, je vous le dis tout de suite, rien ne se passera. Rien ne se passera. Il y en a quelques-uns et quelques-unes qui s'engagent par conviction. Ça existe, il ne faut pas non plus dire que tous les politiques sont des pourris. Mais la grande majorité ne répondent qu'au rapport de force. Ils vont aller vers la situation qui crée le moins d'emmerdes pour eux, voilà, qui crée le moins de problèmes électoralement et qui les tranquillise le plus. Donc si il n'y a pas assez de citoyens organisés, prêts à faire pression en face, ils iront toujours vers les lobbies parce que c'est plus simple. Et ça fait moins de problèmes. Merci monsieur ou madame, je ne sais pas qui vous êtes, mais... Oui, puisque tu parlais de la responsabilité individuelle, c'est le moment, comme on est à Philosophia, il faut quand même une citation d'un philosophe à un moment. Alors j'ai fouillé dans mes souvenirs d'étudiant en philo. Il y a une question de philosophie morale qui est celle qu'on aborde là sur l'action individuelle. J'ai retrouvé l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant. Je ne sais pas si vous l'avez. Je l'ai recopié pour ne pas me tromper, mais c'est la loi morale de Kant. Agis uniquement d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. C'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que si tout le monde fait comme moi, c'est un peu ça en résumé, c'est un peu comme ça qu'on a caricaturé Kant, mais comme ça on le comprend plutôt bien. Alors j'ai pas d'affection particulière pour Kant parce qu'il a une... Bon là on pourrait s'éloigner très longtemps. Il maltraitait son chien. Alors je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, il avait une vision de l'animal qui a fait beaucoup de mal à notre rapport aux animaux. Parce que pour Kant, l'animal n'est rien de plus qu'une machine, un peu supérieure aux machines parce qu'elle a été créée par Dieu, mais c'est une machine. Et on peut l'utiliser pour répondre aux besoins de l'humain comme on utiliserait une machine. Et cette vision de l'animal perdure aujourd'hui. On est dans une situation complètement schizophrénique aujourd'hui, il faut qu'on s'en rende compte. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui ont un chien, un chat ou un animal de compagnie. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée de découper notre chien, de le faire griller au barbecue et puis de le servir à nos invités. Jamais. Personne ne ferait ça. Enfin, s'il y en a, le dites pas, parce que socialement, c'est assez mal perçu. Et par contre, ça nous pose beaucoup moins de problèmes que dans des centaines d'élevages juste à côté de chez nous, il y a des milliers et des milliers de cochons qui sont entassés toute leur vie dans des espaces clos, dans des cages où les truies ne peuvent même pas se retourner, même pas se gratter, qui sont envoyés dans des camions de transport entassés. C'est la seule fois où ils vont voir le jour, parce que 95% des cochons sont élevés en bâtiments fermés sans accès à l'extérieur. Donc c'est même 99 en fait. 95 sur caillebotis, 4% sur paille en bâtiment et 1% de plein air. Donc sur tout l'élevage porcin aujourd'hui en France, il y a 1% de cochons qui vivent en plein air. 1%. Ça, il faut quand même bien se le dire. Donc ces animaux-là, ils sont élevés dans des conditions abominables. On les envoie à l'abattoir dans des conditions tout aussi abominables. Et là, c'est légal et ça pose de problème à personne. En tout cas, pas à personne, c'est faux, mais à beaucoup de gens. Et du coup, on a un rapport qui est complètement schizophrène aux animaux, quoi. Il y a certains animaux pour lesquels on n'accepte pas ça, alors qu'ils sont très ressemblants à d'autres qu'on martyrise. Un chien et un cochon,
c'est très ressemblant, très ressemblant. Sur plein d'aspects. Moi, j'ai déjà vu des cochons qui ont été élevés comme des chiens. C'est un chien, hein, le cochon. Hein. Il appelle à son nom, il se met sur le dos pour vous lui grattiez le ventre. Non, mais il vous suit partout. Enfin, c'est des mammifères qui sont très proches, qui se ressemblent beaucoup. Et on a même d'ailleurs beaucoup plus de points communs, y compris génétiquement parlant, avec les porcs qu'avec les chiens. Donc on a. Voilà. Et un exemple que j'adore, c'est les lapins. Alors les lapins, ça c'est génial. Donc les lapins. Vous avez le lapin domestique, lui, vous n'avez pas le droit de lui faire du mal, parce que sinon vous allez avoir des problèmes avec la justice. Après, vous avez le lapin d'élevage. Alors lui, il n'y a pas de problème, par contre. Lui, vous pouvez l'entasser dans des cages, vous pouvez le découper, faire ce que vous voulez, parce que c'est un lapin d'élevage, c'est les mêmes animaux. Hein. Et puis il y a le lapin sauvage, lui, c'est pareil. Le lapin sauvage, on a le droit de lui tirer dessus, on a le droit de faire ce qu'on veut, sans aucune restriction. Donc en fonction de l'utilité qu'on a des animaux, ou du rôle qu'on leur attribue, il y a des traitements qui sont diamétralement opposés, alors que c'est les mêmes animaux. Et ça dérive en partie de l'idée de Kant, qui est que les animaux sont des machines et qu'on les utilise comme bon nous semble. Et alors, puisqu'on est au Festival Philosophia, je vais faire une petite aparté philosophique sur notre rapport aux animaux. Il y a un livre qui est génial et que je vous conseille. Bon, c'est un gros pavé, donc il faut se le cogner, il est un peu dur, mais ça s'appelle Le silence des bêtes d'Elisabeth de Fontenay. Et elle retrace notre rapport aux animaux à travers la philosophie. Et on découvre notamment que le végétarisme, le véganisme, ça n'a rien de nouveau. Alors s'il y a des végétariens dans la salle et qu'on vous dit ouais mais c'est la mode, c'est les bobos, c'est machin, parlez-leur de Pythagore. Pythagore, célèbre philosophe grec qu'on enseigne encore à l'école pour son théorème, était vegan, parce qu'il n'y avait pas d'élevage laitier à cette époque-là, mais était vegan. Il prônait de ne pas consommer d'animaux parce que cette partie de la philosophie grecque croyait à la réincarnation des humains dans les animaux. Donc potentiellement, manger un animal, ça pouvait revenir à manger tes ancêtres, ton frère, ton père, etc. Donc il y avait toute une partie de la philosophie grecque, il y a de ça très longtemps, qui était déjà dans ce rapport aux animaux, qui prenait de ne pas leur faire du mal lorsque ce n'était pas nécessaire. Un autre philosophe qui a marqué l'histoire de France, Rousseau était également végétarien et prônait le végétarisme en partant du principe que tuer des êtres vivants tant que c'est pas nécessaire, alors qu'on peut faire autrement, et pas quelque chose qui est justifiable. Donc il y a eu des Kant, il y a aussi eu des Rousseau, il y a aussi eu des Pythagore. Il y a eu plein de philosophes qui avaient un rapport très respectueux aux animaux, et donc c'est un débat qui est ancestral en fait, qui est pas du tout nouveau dans la société. Donc ne laissez pas dire les gens ne laissez pas vous dire que c'est un truc de bobo, parce que ça date quand même de quelques siècles. Voilà. Bon, merci pour cette réponse qui me permet de cocher. Donc on a parlé de au moins trois. On a parlé de philo, c'est bon, on peut passer à autre chose. On a l'agrément Philosophia pour cette conférence. Merci. J'ai envie de te poser une question un peu. C'est peut-être un peu tôt pour te poser cette question, mais est-ce qu'il n'est pas... Il y a la progéniture dans le coin d'Hugo. Comment on met une sucette en plastique, Hugo? Alors, venant de l'organisateur du festival qui met des bouteilles en plastique devant moi... C'est pas moi, mais on avait prévu d'en parler. Alors ça, voilà... Tu fais bien de le dire parce que ça permet de parler de quelque chose. Bon, c'est très important les gestes individuels. C'est très important de réduire le plastique, de manger moins de viande, de manger moins de poisson, de trier ses déchets, etc. etc. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un argument pour les gens qui ne font rien de ne rien faire. Parce que souvent, quand vous faites quelque chose, le réflexe des gens qui vont se sentir un peu... bousculé par ce que vous faites, parce que ça remet en question le fait que eux ne font rien, ça va être de dire oui, bah alors oui, d'accord, tu utilises plus de plastique, mais bon, t'as pris l'avion pour aller en Espagne, donc l'environnement, ou alors oui, bon d'accord, t'es végétarien, mais t'as des tétines en plastique pour ton enfant, alors tu crois qu'elles sont fabriquées comment les tétines en plastique, voilà, et cette espèce de recherche de la pureté militante, c'est-à-dire de considérer que tant qu'on n'est pas parfait, on ne doit pas parler d'environnement et d'écologie. Tant qu'on n'a pas un impact zéro, on doit rien dire. Ben ça, c'est la meilleure manière de ne rien faire, parce que personne ne peut être parfait. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est très compliqué. Ça demande énormément d'efforts, c'est des choix de vie radicaux. Donc voilà, tout le monde a un impact. L'idée, c'est d'essayer de le réduire et d'aller vers le mieux. Donc ne laissez personne vous dire que ce que vous faites, c'est pas suffisant parce que par ailleurs vous faites ça. Souvent, les gens qui disent ça, c'est les gens qui font rien du tout. Il vaut mieux encourager chaque geste qui va dans le bon sens. Quelqu'un qui
diminue sa consommation de viande, c'est déjà très bien, plutôt que de le faire culpabiliser parce qu'il n'est pas vegan ou pas végétarien, c'est déjà très bien, il faut encourager les gens, faut pas les pointer du doigt en disant c'est pas assez. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'attendent les gens qui sont dans les groupes de pression économique, etc. C'est là-dessus qui jouent. Et à travers des campagnes de communication qui sont très bien organisées d'ailleurs, et qui tendent à faire culpabiliser les gens ou à se moquer un peu de certains gestes. À discréditer la parole aussi. À discréditer la parole aussi des gens qui prennent la parole sur l'écologie. Parce que du coup, il y a plein de gens que ça intéresse, qui aimeraient en parler, mais qui disent rien parce qu'ils ont peur qu'on leur renvoie à la figure le fait qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc surtout, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et il faut que tout le monde se sente légitime d'en parler. Peut-être à part le PDG de Total, mais encore que, peut-être qu'il fait des choses bien, j'en sais rien. Mais bon, non, voilà, blague à part, il faut faire attention à ce... moi je sais parce qu'on me le dit souvent ces trucs-là, tu vois, les petites blagues genre ah ouais, une tétine en plastique. Je sais que c'était une blague, mais je savais ce que tu. Mais voilà, c'est vrai que c'est un vrai truc contre lequel il faut lutter quoi. Et il faut pas se laisser décourager par les gens qui vont essayer de pointer ce qui va pas chez vous. Sur ce sujet de l'irréprochabilité, on en a parlé l'autre fois. Je t'ai interrogé sur le. Évidemment, il fait une émission très chouette d'investigation qui l'amène parfois de par le monde à nous faire découvrir des choses effroyables qui se passent au Bangladesh ou en Afrique et qui ont un impact direct et qui sont même destinés à répondre à nos propres besoins de consommation. Et donc, je l'ai interrogé sur ça et donc je te repose la question. Ici, comment tu gères en fait le parti pris, par exemple, de la dépense carbone de ton émission à partir de quel point tu vas t'interdire de faire tel ou tel déplacement alors que ça va être pour nous faire découvrir pour la bonne cause. Comment tu mesures cet équilibre personnellement? La question, elle se pose à chaque fois. À chaque fois qu'on va à l'étranger pour l'émission, c'est parce qu'il y a un lien avec la France, avec ce qu'on consomme en France. Donc, par exemple, quand on parle du recyclage et qu'on envoie nos déchets en Afrique, je trouve que c'est légitime d'aller en Afrique pour enquêter sur cette filière-là, pour montrer aux gens où finissent nos déchets. Quand on enquête sur les vêtements et qu'on retrouve des vêtements français sur les plages du Ghana, qui polluent les écosystèmes à l'étranger parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces déchets-là, c'est légitime d'y aller. Quand on parle du Bangladesh, parce que c'est là-bas que sont fabriqués la grande majorité des vêtements qu'on achète en France aujourd'hui, Bangladesh, Inde et Chine, c'est normal d'y aller. Quand on va en Éthiopie, parce que les roses qui sont vendues chez nos fleuristes au mois de février ne poussent pas en France, n'achetez pas de roses à la Saint-Valentin parce que c'est des roses qui viennent de l'autre bout de la planète. Il y a plein de fleurs locales super. On consacre un dossier du MAC de la semaine prochaine, je vous le conseille, aux fleuristes locaux. C'est bien, toujours faire sa pub quand c'est possible. Il y en a. Il y en a plein. Et donc voilà, donc ça on va voir parce que ça serait fermer les yeux de ne pas le faire et parce que ce serait ne pas informer de ne pas le faire, de pas savoir d'où viennent les roses qu'on achète en France. Moi, ça me poserait un problème en tant que journaliste et je pense que c'est important que les gens sachent. Mais on se pose la question à chaque fois avant de prendre l'avion. Effectivement, on part avec des équipes qui sont très réduites, on est 2 ou 3, ça n'a rien à voir avec d'autres émissions qui sont beaucoup plus nombreuses. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans un truc où on se dit parce qu'on est écolo, du coup, parce qu'on fait une émission écolo, on va plus jamais voir à l'étranger comment ça se passe. Ça n'empêchera pas les gens qui exportent les fleurs et qui se font des millions de dollars avec ça, eux, d'y aller. Ils s'en foutent. Et donc, juste les choses continueront, sauf qu'on ne sera pas au courant. Donc moi, je pense que ça fait partie des missions des journalistes d'aller voir sur le terrain, enquêter pour savoir ce qui se passe. Moi, faire du journalisme depuis un bureau à Paris, c'est pas trop ma vision du boulot. Donc voilà. Mais après, par contre, dans ma vie perso, effectivement, j'essaie de faire super gaffe, de prendre, de jamais quasiment prendre l'avion pour ma vie perso, parce que j'ai conscience que dans ma vie professionnelle, je le fais déjà beaucoup. Mais si je pensais que ça avait pas d'impact et que ça servait à rien, je le ferais pas. Voilà. Ça m'interpelle à titre personnel en tant que journaliste. On a parlé ensemble de ta façon militante ou engagée d'être journaliste. On parlait de l'association L214, vous savez, qui dévoile les coulisses parfois des abattoirs, des choses assez sordides dont on ignorait tout. Et tu me disais, c'est dommage, ça devrait être le boulot des journalistes de montrer ça. Tu penses qu'il y avait des angles morts et que seul le milieu associatif finit par... mais il y a des centaines d'angles morts. Ce que fait L214 et ce que font d'autres associations, d'aller voir dans les élevages intensifs comment ça se passe pour montrer aux consommateurs la réalité, ça devrait être un travail de journaliste. C'est ça notre travail normalement, c'est d'informer les gens sur des choses qu'ils ne savent pas et pas d'informer les gens sur des choses que tout le monde sait ou de parler de la pluie et du beau temps. Enfin,
Voilà, c'est d'enquêter, de savoir ce qui se passe, quoi. Donc ce que fait L214 et ce que font d'autres assos, moi je pense que c'est un travail d'utilité publique et que les journalistes sont bien contents d'avoir des gens qui le font à leur place. Mais en réalité, ça devrait être le rôle des journalistes. Ouais. Ce que font L214 ou Greenpeace ou par des assos, parfois on pointe leur radicalité. Est-ce qu'on est là dans le rapport de force que tu... Mais la radicalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La radicalité, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et celle qu'on va affronter dans les décennies qui viennent, ça va être très, très, très radical. Quand on va avoir des rendements agricoles qui vont s'effondrer parce qu'il n'y aura plus de vie dans le sol, parce qu'on va avoir des épisodes de sécheresse rapprochés très intenses, ça va être radical. Quand les gamins qui ont 2-3 ans aujourd'hui, ils vont arriver dans un monde où ils ont 40-50 ans, où il n'y aura plus d'accès aux ressources, où il y aura des crises migratoires permanentes parce qu'il y aura des centaines de millions de personnes qui pourront plus vivre là où ils habitent aujourd'hui et qui devront venir chez nous. Quand on voit comment ça crispe aujourd'hui le débat dans la société, le débat migratoire, mais c'est rien ce qui se passe aujourd'hui. Le milliard de personnes qui a vécu 35 jours avec 51 degrés, vous croyez qu'ils vont faire quoi dans 10 ans quand ça ne sera pas 35 jours mais ça sera 60, 70 ? Qu'ils vont rester dans le four à 51 degrés ? On ne se rend pas compte de ce qui arrive en fait devant nous. C'est ça la radicalité. Quand vous avez 80% des insectes en 30 ans qui ont disparu, vous prenez la bagnole aujourd'hui pour venir ici, il n'y a plus un insecte sur le pare-brise. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je ne suis pas vieux, j'ai 32 ans. On s'arrêtait quand on partait en vacances avec les parents sur l'autoroute pour enlever les insectes qui étaient sur le pare-brise. Il n'y en a plus aujourd'hui. Plus d'insectes, ça veut dire plus d'oiseaux. Les moineaux, ils ont perdu 75% en 30 ans dans les grandes agglomérations. Les oiseaux des milieux agricoles, c'est 40% en 30 ans. Les alouettes, il y a des endroits où il n'y en a quasiment plus, alors qu'avant c'était un oiseau qui était ultra commun. Les moineaux, je veux dire, c'était partout avant. Il y a des endroits où il n'y a plus de moineaux. Vous allez vous balader dans certains coins ultra agricoles, ultra intensifs, il n'y a plus un champ d'oiseaux. C'est ça qui est radical. C'est pas d'aller bloquer une assemblée générale d'un groupe pétrolier, c'est pas de rentrer dans un élevage pour montrer ce qui se passe. Ce qui est radical, c'est la réalité qui a été créée par l'être humain et par ses activités. Et on entre dans un monde où on n'est pas sûr que les gosses entendront le chant des oiseaux quand ils auront nos âges. C'est ça qui se passe. Moi, je trouve ça beaucoup plus radical que ce que font les associations. Dans quelle mesure ce sera ma dernière. Ce sera ma dernière question, parce qu'après, je pense que vous en aurez plein et je ne veux pas accaparer les questions. J'ai une petite dernière. Dans quelle mesure... parce que quand tu décris ce futur-là, tu n'emploies même pas le conditionnel, tu emploies le futur simple de l'indicatif. Ah, mais parce que les chiffres, mesure, voilà, c'est pas parce que les chiffres que je t'ai donnés, c'est pas du conditionnel, c'est aujourd'hui. 80% des oiseaux en 30 ans, c'est aujourd'hui qu'on les a perdus. Donc c'est pas, là, c'est même pas de la prospection, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, on s'en rend tous compte, mais on se le cache un peu et on le sent. Le problème, c'est que c'est pas un effondrement brutal. Par exemple, les alouettes, c'est 1% tous les ans. La population d'alouettes, elle perd 1% tous les ans. Ça se voit pas, c'est comme la fonte des glaciers. La fonte des glaciers, si vous y allez une semaine puis que vous revenez 2 semaines après, vous voyez pas la différence. Par contre, si vous y allez et que vous revenez 30 ans après, là, vous voyez la différence. C'est ça qui est pernicieux dans ce phénomène-là. C'est que c'est pas une courbe qui est comme ça, c'est une courbe qui est comme ça. Mais c'est la réalité et c'est ce qui se passe. Et tous les gens qui sont dans cette salle et qui habitent un peu dans les coins à la campagne ou dans les milieux agricoles, ils savent très bien ce que je dis. C'est ça qui se passe. Donc, et là, je ne parle même pas de ce que prévoient les scientifiques pour les années qui viennent, parce que toutes les projections, les pires qui sont faites, sont dépassées. Toutes. La fonte du permafrost, les études les plus pessimistes, elles estimaient que ça n'allait pas commencer avant 2040-2045. Ça a commencé. Voilà. Donc le permafrost, pour ceux qui ne savent pas, c'est le sol qui est gelé en permanence au nord de l'hémisphère nord, donc le nord de la Russie, le nord du Canada, Europe du Nord. Entre quelques mètres et 100-150 mètres, le sol ne dégèle jamais, parce qu'il fait toujours trop froid, donc ça ne dégèle jamais. Donc ça renferme énormément de matières organiques qui sont emprisonnées dans la glace. Et quand ça fond, on dit que c'est une bombe climatique, parce que quand ça fond, évidemment, les matières organiques pourrissent. Et donc ça dégage une quantité de gaz à effet de serre énorme. On estime qu'il y a plus de gaz à effet de serre contenu dans le permafrost que tout le gaz à effet de serre que l'humanité a rejeté dans son histoire.
C'est pour ça qu'on appelle ça une bombe climatique. Et ça, il y a aussi d'autres questions qui se posent sur d'éventuels virus, d'éventuelles bactéries qui seraient contenues dans le permafrost et dont les effets, une fois qu'elles seraient remises à l'air libre, sont inconnus. Donc ça a commencé. L'augmentation des fameux plus 1,5 degrés, bon, bah là, à peu près tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'on n'arrivera pas à tenir cette limite-là et qu'on va peut-être, en 2100, vers un monde à plus 4, plus 5, plus 6 degrés. Enfin là, on rentre dans des trucs où on se rend vraiment pas compte de ce qui va se passer. L'accès à l'eau douce, c'est pareil, tous les scénarios les plus pessimistes sont en train d'être dépassés. Donc, la forêt, enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais la forêt amazonienne, le fameux point de bascule au-delà duquel, parce que la forêt amazonienne, elle auto-entretient son climat, c'est-à-dire que c'est une forêt humide qui auto-entretient l'humidité. Le point de bascule au-delà duquel la forêt amazonienne va se transformer en savane, donc plus en forêt humide, mais en forêt sèche, on y est là. Et la plupart des scientifiques estiment qu'on va le passer dans les années qui viennent. C'est un changement irrémédiable dont on ne connaît pas encore les conséquences, qui peut avoir un impact sur le climat du monde entier. Donc oui, c'est sûr que c'est pessimiste, et en même temps, on y est. On est dedans là. Donc de toute manière, on n'a pas le choix. Donc ça ne sert à rien de se lamenter, ça ne sert à rien de déprimer. Ce qu'il faut faire, c'est agir. Quand je t'ai demandé si tu n'étais jamais désespéré par l'ampleur des combats à mener, tu as répondu jamais. Non, je suis jamais désespéré parce que de toute manière, ça servirait à rien et ça changerait rien que je le sois et ça ferait juste que je vais me pourrir la vie et ça servira à rien. Je pense qu'il vaut mieux être dans le OK, on y est, on a hérité de cette situation, surtout les plus jeunes et ceux qui sont plus jeunes que moi, hein, les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont rien demandé à personne. Ils arrivent dans un monde qui est en train de s'effondrer en termes écologiques alors qu'ils y sont pour rien. Bon, voilà, c'est comme ça, il va falloir qu'ils affrontent ça. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on peut faire pour leur faciliter leur vie demain, quoi. Et pour, même nous, à notre échelle, faciliter notre vie dans les décennies qui viennent. Donc moi, c'est pas du tout un truc qui me déprime, c'est un truc qui me donne envie parfois qui me met en colère. Ça oui, ça m'arrive d'être en colère, mais jamais qui me déprime, quoi, qui m'attriste. C'est quelque chose qui me donne envie de me dire, bon, maintenant on se bouge et on fait un truc, et au moins on aura essayé, quoi. Au moins on aura essayé, et on pourra se regarder dans la glace à la fin de notre vie en disant, on a fait quelque chose, on a essayé de faire quelque chose. Et moi, ce qui me rend fou, c'est les gens qui disent que oh, ça va, c'est des trucs de radicaux, c'est des trucs d'extrémistes, etc. Mais enfin, c'est juste du bon sens, en fait. C'est juste, écoutons les scientifiques. Écoutons les scientifiques qui crient dans le désert depuis des années que personne n'écoute. Hein, mademoiselle? Oui, écoutons les scientifiques. Voilà. Elle est venue couper la réponse qui était trop longue. Alors, je ne me suis pas renseigné avant, mais il y a peut-être bien un micro dans cette salle, hein? Pas vrai? Ah. Donc, si vous avez des questions à poser à Hugo, ben, n'hésitez pas, je vois déjà une main qui se lève. Merci. Parlez bien dans la bouche. Hein. Comme ça. Okay. Sinon, on passera le micro à Jim tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je parle bien fort. Oui, c'est bon. Je rebondis sur ce dont on vient de parler. Moi, je suis institutrice et j'aimerais vraiment sensibiliser les jeunes générations à ce qui les attend. Sauf que pour l'avoir déjà un petit peu testé en classe, j'ai mon inspection, les parents d'élèves qui me disent que c'est trop anxiogène pour eux. Alors, je te demande, Hugo, comment on peut les sensibiliser, justement, ces petites têtes blondes, à ce qui les attend, sans leur faire trop peur? Très bonne question. Alors déjà, merci, parce que je pense que les instits et les profs, vous avez un rôle qui est fondamental dans ce qui va se jouer dans les années qui viennent. Et vous êtes relativement maltraités en France, donc merci et, merci et bravo. C'est des adieux déchirants. Non. En fait, effectivement, je peux comprendre que ça soit anxiogène. Déjà, je pense que ça sert à rien, mais je sais pas quel âge ont tes élèves, mais ça sert à pas à grand chose de leur balancer des chiffres avec des études parce que c'est pas des trucs qui impriment. Mais par contre, de leur expliquer qu'en fait, alors je sais pas quelle liberté vous avez et tout, mais de les emmener voir, ne serait-ce que s'il y a un petit bois à côté, ou une petite forêt, une petite prairie, de les emmener voir, de leur expliquer comment ça fonctionne les arbres, de leur montrer les petits insectes, de leur expliquer que voilà, ouais, ou bon, après que les enfants écrasent les insectes, ça fait peut-être partie de notre instinct, je sais pas, mais que leur montrer la beauté du monde, les émerveiller sur ce qui est encore beau autour de nous, parce que c'est beau, quoi. Enfin, c'est un miracle, la Terre, quoi.
C'est juste un miracle en fait. Moi je suis encore comme un gosse dès que je découvre un nouvel endroit, une forêt, une rivière. J'ai des étoiles dans les yeux et d'essayer de les amener vers ça et de petit à petit instiller à la fois pourquoi c'est beau, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger, quoi, sans entrer dans on va tous crever et puis ta vie ça va être horrible et puis de toute façon voilà. Mais comme je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là, de l'actionnaire de Total qui dit que de toute façon vous avez vu ça, de toute façon on va tous crever donc bon. Et alors le mec qui filme il dit oui bah, ils vont être contents vos petits enfants de voir ça et le gars répond les enfants bouchez-vous les oreilles. C'est bon, tout le monde est bouché. Le gars répond bah, moi je suis très content parce que mes petits enfants ils travaillent dans le pétrole. Suivi d'une insulte. Bon, pourquoi je disais ça? Je me suis égaré. Non, voilà, donc oui, non, mais en fait, mettre ça sur la beauté et l'émerveillement et transmettre la connaissance à travers ça. Et puis leur expliquer aussi des trucs. Moi, je me suis rendu compte que les gamins, ils ne savent pas, quand ils bouffent de la viande, ils savent pas ce que c'est. Faites le test autour de vous, c'est super marrant. Surtout quand vous habitez dans des zones urbanisées. Si vous habitez à Bordeaux, dans le centre ou quoi, demandez aux enfants autour demandez-leur c'est quoi du jambon. C'est quoi du jambon? Et écoutez la réponse, juste écoutez la réponse. Et vous allez voir, parfois c'est fascinant. Et alors Alex qui est sorti là avec la petite, elle a une anecdote super marrante de son enfance. Pourtant elle n'a pas grandi en ville, elle a grandi dans un petit village. Et elle allait chez sa grand-mère manger des rillettes où il y avait marqué 100% pur porc dessus. Et elle a le souvenir d'avoir demandé à sa mamie ça veut dire quoi 100% pur porc, c'est du cochon? Et la grand-mère a répondu mais non, ça veut juste dire que c'est bon. Voilà. Et en fait je trouve ça vachement révélateur à quel point l'innocence si vous expliquez à un enfant que pour manger du jambon, bah, il faut égorger le cochon, le découper, l'enfermer dans une cage, etc. Je pense que sa vision du truc, alors je dis pas qu'il faut lui expliquer comme ça, il faut peut-être trouver d'autres mots, mais bon, tout ça pour dire que les enfants parfois, ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils mangent, parce que c'est des trucs qu'on reproduit de génération en génération, donc on se dit on va pas se faire chier avec ça, c'est bon, on va lui donner. Et je pense que juste de prendre conscience du monde dans lequel on est, de la fragilité du monde dans lequel on est, de la beauté du monde dans lequel on est, et de ce qu'on peut faire nous pour essayer de faire en sorte que ça continue à être beau, bah, c'est ça pour moi le vecteur qui marche le plus sur les enfants. Après, on n'arrivera pas à intéresser tout le monde. Il y a aussi le poids sociologique. Hein. L'école ne peut pas tout faire toute seule. Il y a aussi l'éducation qui est transmise dans la famille. Donc bon, mais je pense que clairement l'éducation a un rôle à jouer. Et quand je vois la place, pas forcément au primaire, mais au collège et au lycée, qui est accordée aux questions d'environnement, mais ça devrait être au cœur de toutes les matières en fait. C'est ça qui est fou. Ça devrait être au cœur de toutes les matières. Et on devrait parler de ça tout le temps. Parce que l'environnement, c'est dans l'économie. Comment vous voulez... Et ça vaut pour l'éducation, ça vaut pour les débats sur les chaînes de télé et pour les discours politiques. Il y a toujours, vous savez, les 5 minutes. Allez, 5 minutes, on va parler d'environnement. C'est toujours comme ça. Alors, on a parlé de la délinquance, on a parlé d'immigration, on a parlé d'immigration. Allez, 5 minutes environnement. Merci, c'était sympa. Économie. Et sauf que l'environnement, c'est partout. C'est partout. Il ne peut pas y avoir d'économie stable et d'entreprises qui créent de l'emploi s'il n'y a pas un environnement stable. De penser qu'on va pouvoir continuer à faire du business comme si de rien n'était dans un monde où l'accès aux ressources n'est plus garanti, c'est les bisounours. Hein. L'économie repose sur l'accès aux ressources et sur la stabilité des sociétés. S'il n'y a pas de stabilité dans les sociétés, ce qu'il n'y aura pas si les crises continuent, il n'y a pas d'économie saine. L'immigration, c'est pareil. On parle d'immigration, on ne parle jamais d'environnement. Mais l'immigration, dans les années qui viennent, elle va être liée en grande majorité à l'environnement et au fait que des gens vont partir d'endroits qui ne sont plus habitables pour venir chez nous. C'est vrai pour la santé. La santé, c'est l'environnement. L'explosion des cancers chez les enfants, l'explosion des cancers tout court, les scientifiques estiment qu'il y a quand même de très fortes chances que ce soit les vecteurs environnementaux qui jouent un rôle dans l'explosion de ces maladies-là. Sans parler des pandémies, sans parler de la pollution de l'air. La pollution de l'air, elle fait chaque année plus de morts que le Covid. On n'en parle pas, ou peu. Et tout ça, c'est l'environnement en fait. Donc on devrait dans chaque matière, dans chaque question d'actualité, parler de ce sujet-là et ne plus en faire un petit sujet juste à part auquel on donne 5 minutes, quoi. Bonjour Maxime, je suis journaliste spécialisé sur les questions d'écologie et je voulais avoir justement
ton avis sur la place de l'écologie dans les médias. On sait qu'il y a 1% des sujets dans les JT qui sont consacrés à l'écologie. Moi, ma question, c'est d'abord sur les audiences. Est-ce que les émissions qui sont consacrées à l'écologie arrivent à faire de bonnes audiences? Et deuxièmement, sur les financements, est-ce que tu arrives facilement à financer tes émissions? Parce qu'on sait que les journalistes qui travaillent sur ces questions-là ont énormément de mal à financer leur magazine ou leurs émissions. Merci. Merci à toi. Tu bosses pour qui, pardon? Juste par curiosité. D'accord. Et le média s'appelle comment? C'est l'occasion de faire de la pub. Green Letter Club. Green Letter Club, voilà. Alors pour répondre aux deux questions, un sur l'audience, oui, enfin en tout cas les émissions que je fais fonctionnent en termes d'audience, on fait des bonnes audiences, même si pour moi c'est pas le truc le plus important, c'est sûr que ça joue, hein, on va pas se mentir, hein, le fait que des audiences soient bonnes, c'est quand même important parce que on fait des choses pour que les gens les regardent, donc si on faisait des émissions et que pas grand monde regardait, on serait quand même déçus, donc les audiences marchent très bien. Et après sur les financements, moi j'ai la chance de bosser pour France 5, donc le service public. Donc on est financé comme une émission du service public et France Télévisions met les moyens qu'il faut pour qu'on puisse faire nos émissions, tourner, produire dans des bonnes conditions, qu'on ait le temps de faire de l'enquête, parce que ce qui coûte le plus cher en fait dans le journalisme, hein, et tu dois le savoir aussi bien que moi, c'est l'enquête, c'est-à-dire c'est le temps. Et les journalistes ont de moins en moins de temps, parce qu'il y a de moins en moins d'argent, donc il faut faire vite, il faut faire des sujets rapidement, et nous, une émission, c'est 1 an de boulot, minimum. 1 an de boulot entre le moment où on commence à enquêter et le moment où elle est diffusée, il y a au moins 1 an de travail pour chaque émission. Il y en a une tous les mois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 émissions en permanence qui sont en production. Donc, ça demande des moyens, c'est clair. Et moi, j'ai beaucoup de chance de bosser pour une chaîne qui accepte de mettre les moyens et qui accepte de donner une case exposée à ces sujets-là. Et j'en suis très reconnaissant envers France Télévisions. C'est effectivement pas le cas partout. C'est effectivement difficile pour beaucoup de gens. Et donc ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure sur soutenir les associations, etc. Ça marche aussi avec soutenir les médias qui font des sujets sur ces thèmes-là, qui font des enquêtes, qui révèlent des informations. Il y en a plein des médias qui parlent d'écologie, qui sont de très bonne qualité. Et donc c'est clair que si ces sujets-là comptent pour vous, c'est important aussi de soutenir les journalistes qui travaillent dessus et qui pour certains sont même menacés à cause de ça, hein. Il y a une journaliste en Bretagne qui s'appelle Morgane Large, qui travaille pour un média indépendant breton super bien, qui fait des enquêtes notamment sur l'élevage intensif, qui a retrouvé les roues de sa voiture déboulonnées un matin. Heureusement, elle s'en est rendu compte avant de prendre la route. Voilà, ça c'est une réalité. Il y a aussi ça qui joue, et particulièrement pour les médias locaux, où les journalistes vivent dans l'endroit dont ils parlent, et donc sont beaucoup plus soumis aux pressions des groupes locaux de pression, des entreprises, etc. Ce qui est moins le cas pour les journalistes qui travaillent au niveau national ou international, puisque moi j'arrive quelque part, je vis pas là où je vis pas là où j'enquête, donc c'est plus facile pour moi de pas subir les pressions. Mais donc oui, il faut soutenir les médias qui travaillent là-dessus, et il faut souhaiter que de plus en plus de médias parlent d'écologie et donnent une place importante à l'écologie. C'est en train de changer, je suis assez optimiste sur ce point-là. Le fond de ma question, c'était sur les roses qui viennent d'Équateur, beaucoup, etc. Éthiopie, Kenya, Équateur. Oui, voilà. Alors, bon, bien sûr, tout le monde est d'accord, enfin, on est d'accord avec cette chose-là, mais en même temps, même si les gens qui travaillent dans les roseries ne sont pas très bien payés, etc., ça leur donne quand même un travail. En l'occurrence, sur le cas des roses, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les cultures de roses, bon certes il y a la question du salaire, mais on va la laisser de côté. Il y a surtout la question de l'impact en fait sur l'environnement là-bas. Les roseraies, c'est des pesticides qui sont aspergés dans des quantités astronomiques, des pesticides notamment qui sont interdits en Europe. C'est-à-dire que nous, les Européens, on a interdit des produits parce qu'on estime que c'est dangereux pour nous, mais on achète des produits qui sont cultivés dans des endroits où ces produits sont utilisés, puisque c'est les Africains, c'est pas grave. Oui, enfin, c'est voilà. Pas le cas que de l'Afrique, hein, c'est le cas de d'autres. Oui. Non, bah alors en l'occurrence, là, sur les roses, oui. C'est le cas. C'est-à-dire qu'on vend chez nous des roses qu'on n'aurait pas le droit de cultiver chez nous. Donc c'est quand même une position morale que je trouve contestable. Mais donc là-bas, l'environnement est détruit par ces roseraies. Donc par exemple, le lac, il y a un gros lac, le lac Ziway, qui se trouve à côté des roseraies, où il n'y a plus de poissons, parce que les poissons ont quasiment complètement disparu à cause des rejets de produits phytosanitaires des roseraies dans ce lac-là. Donc certes, on a créé de l'emploi
des gens qui bossent dans les roseraies, on a détruit des centaines d'emplois de pêcheurs qui n'ont plus de travail, de familles qui n'ont plus de quoi se nourrir, de gens qui doivent se déplacer justement de ces villages-là pour changer d'endroit parce que les roseraies ont détruit le lac Ziway. Donc, si vous voulez, c'est un sujet à tiroir. C'est-à-dire qu'on, certes, il y a 5000 emplois dans la roseraie à côté du lac Ziway, mais combien ont perdu, combien de familles, combien de milliers de villageois ont dû quitter un endroit qui a été dévasté par cette activité-là. Et puis par ailleurs, on pousse la production vers des productions qui ne sont pas des productions vivrières. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à la place, pourraient cultiver autre chose si l'agriculture était plus locale, mais pour des questions de rentabilité, cultivent des produits qui ne sont pas destinés à être consommés localement. Oui, mais du coup, si vous voulez, en fait, c'est qu'on alimente un système un cercle vicieux. Moi, je pense qu'il faut qu'on produise ce qu'on consomme proche de chez nous. Voilà. Et que l'une des causes du changement climatique, c'est la mondialisation à outrance, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à fabriquer des choses à l'autre bout du monde qu'on achète chez nous, alors qu'on pourrait les fabriquer chez nous. Exemple caricatural sur la France, le lin. La France, c'est le premier producteur mondial de lin. On en produit énormément. On n'a aucun outil industriel en France pour tisser le lin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cultive du lin, on l'envoie en Chine, il est tissé, on le ramène chez nous pour l'acheter. Ça commence à venir, en Belgique aussi, ça commence à venir quand même. Oui. Alors il y en a une usine aujourd'hui qui tisse du lin en France. Oui. Et enfin, il y a la Belgique aussi, la Flandre qui d'accord, mais on va dire que 90% du lin est exporté. Oui, mais c'est vrai que le lin est revenu dans la consommation très, très récemment. Donc je veux dire ce que je veux dire, en gros, on pourrait en débattre pendant des heures, mais c'est que le système qui consiste à produire ailleurs, parce que c'est moins cher, des produits qu'on consomme chez nous, n'est pas tenable. Jeune homme, il y a un jeune homme qui veut poser une question. Est-ce que les orques ils sont en voie de disparition? Ça, c'est une question claire qui va droit au but. C'est super, bravo. Est-ce que les orques, c'est ça? Les orques, c'est bien les orques. Alors les orques, comme tous les cétacés, parce que les orques c'est des cétacés, c'est un type de mammifère marin, sont globalement pas forcément en danger. Je veux pas te dire de bêtises, faudrait que je regarde. Bah tiens, regarde, voilà, la magie de la technologie. Les orques. Non, ce qui est sûr, c'est que en attendant, je vais meubler. Tiens, en attendant que tu cherches, je vais poser une question. Ce qui est sûr, c'est que tous les cétacés, la classe d'animaux auxquels les orques appartiennent sont globalement en déclin, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins. Après, de savoir s'ils sont menacés d'extinction, qui est un statut officiel qui est donné par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Alors attends, je vais te donner ça. Ah ben tu vois, données insuffisantes. Statut de conservation UICN, données insuffisantes. Ça veut dire que les scientifiques estiment qu'ils n'ont pas assez de données, pas assez d'études. Ils ne savent pas en gros combien il reste d'orques exactement. Donc ils ne peuvent pas dire s'il est menacé d'extinction. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a moins qu'avant et que les causes de disparition progressive des cétacés, c'est la raréfaction des ressources alimentaires, c'est-à-dire qu'il a moins à manger parce que les orques, ça mange du poisson, ou d'autres mammifères marins d'ailleurs, mais essentiellement du poisson. Il y a de moins en moins de poissons parce qu'on pêche beaucoup de poissons, et aussi à cause de la pollution, la qualité de l'eau se dégrade, le changement climatique modifie les courants marins, et il y a aussi la pollution au plastique qui contamine les animaux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, donc tous les prédateurs, et les orques en font partie. Comment on fait pour vivre cette éco-anxiété? Alors moi, j'en suis pas là, mais j'ai assez de recul, mais comment? Par l'action. Voilà. Ça oui, bien sûr. Moi, c'est en fait la meilleure manière de lutter contre, pour te répondre très concrètement à ta question, comment lutter contre l'éco-anxiété? Moi, je pense que le plus simple, c'est d'être dans l'action. Ouais. Et ça se retrouve pour cette question de l'écologie, ça se retrouve pour toutes les questions traumatiques. Moi, j'avais couvert, sujet qui n'a rien à voir, j'avais couvert à une autre époque, quand je travaillais dans un autre média, j'avais couvert les attentats du 13 novembre à Paris. Donc j'avais été parmi les premiers qui étaient arrivés sur les terrasses au Bataclan, etc. Les gens qui ont le plus souffert à part les victimes indirectes, hein, évidemment, ça va sans dire, à part les blessés, à part les morts, etc. Les gens qui ont le plus été traumatisés psychologiquement par ce qu'ils ont vu, c'est les témoins passifs. C'est les gens, les passants, qui étaient là, qui sont tombés sur les cadavres, qui ont vu la scène et qui ont été tétanisés en attendant l'arrivée des secours, etc. C'est les témoins passifs. En fait, ce qui est violent psychologiquement,
c'est d'avoir le sentiment de rien pouvoir faire et de subir une situation dramatique. Les pompiers, les policiers, les médecins, le SAMU, etc., évidemment que ça a été très dur pour eux, personne ne dira le contraire, mais quand tu es dans l'action, quand tu es en train de faire quelque chose, c'est-à-dire que tu as beau être dans une situation qui est très difficile, tu fais quelque chose, il faut sauver cette personne, il faut poser tel truc, mettre tel garrot, transporter... En fait, l'action prend le dessus. C'est-à-dire que ton rôle dans la situation qui se passe est une sorte de film protecteur par rapport à la difficulté de la situation. Et moi, je le vis dans mon travail de journaliste, quand je vais aux îles Féroé voir la chasse aux dauphins. Bon, moi, j'adore les cétacés, et c'est quand même très difficile pour moi de voir des dauphins se faire découper devant moi, égorger, tirer sur la plage. Un truc abominable. Hein. Mais en fait, le fait que je sois dans mon rôle de journaliste, c'est-à-dire de me dire ok, je suis là pour quelque chose, ça va servir à quelque chose parce que je vais montrer ce qui se passe, parce que peut-être derrière il va se passer quelque chose, et ben du coup, ça me protège vachement. Et c'est pareil pour les activistes qui se disent ok, c'est horrible, mais on essaye d'empêcher, on essaye de faire un truc, on bloque, on met des... Et ça rejoint globalement l'action au sens large. Donc si tu ressens de l'éco-anxiété, et pour les gens qui en ressentent, la meilleure remède, c'est de rejoindre une association, de participer à des actions, de retrouver des gens qui sont comme toi, dans le même état d'esprit, qui ont la même vision de ce qui est en train de se passer, qui ressentent la même colère et qui ont la même envie de changer les choses, et ben en fait, ça te permet tout de suite de passer de la tristesse ou l'anxiété à l'espoir, la colère constructive, l'énergie, etc. Donc vraiment, le meilleur moyen de se sentir bien, de se sentir heureux, etc., et utile, c'est de faire quelque chose. Voilà.